Donc je passe tout de suite la parole donc à Séverine Delaville qui va restituer l'atelier 1. Merci beaucoup Gaëlle et merci à tous ceux et celles qui ont participé à cet atelier qui était très intéressant autour de la question du socle d'indicateurs CRIP. Donc une question qui est complexe, comme on a pu le voir lors de ces échanges, et qui renvoie de manière plus globale à celle de l'évaluation, qui l'est du coup tout autant. La complexité et l'hétérogénéité des données qui sont collectées ou collectables renvoient à des fonctionnements locaux départementaux qui sont très différents, notamment dans l'organisation des CRIP, et qui, on l'a vu, peuvent être extrêmement différentes. Dans les pratiques professionnelles, sur lesquelles s'adossent les pratiques d'évaluation et qui peuvent prendre naissance sur des éléments distincts. Certains ont cité des méthodes différentes, méthode Alfodi, le référentiel CREAI. Le référentiel HAS a également été cité comme base de travail dans certains départements, et la nécessité de s'adapter surtout aux évolutions qui peuvent se faire jour. Les différences sont également dans les définitions que chacun peut mettre derrière chacun des indicateurs que l'on veut évaluer. Et un autre élément intéressant au cours de cet atelier par rapport à la restitution qui peut être faite de ces données concernant le socle d'indicateurs CRIP, c'est la difficulté à utiliser des indicateurs ou à quantifier, qui est également en lien avec la temporalité. Alors la temporalité du processus d'évaluation en lui-même, la temporalité dans la collecte qui peut être faite des différentes données, donc des questions de calendrier, et surtout de savoir à quel moment on peut comptabiliser tel ou tel élément, à la fois qu'est-ce qui est faisable, est-ce que c'est à l'entrée d'une information ou est-ce que c'est au moment où une information a été qualifiée et évaluée, ou également quel est le moment le plus opportun pour avoir également des données qui pourraient être fiables et robustes. Voilà, rien n'a été tranché aujourd'hui en tout cas, parce que ça montre que c'est extrêmement complexe et que surtout c'est une question qui nécessite d'être remise au travail. Les différents représentants des ODP, en tout cas certains d'entre eux, ont montré que c'était important de se remettre au travail par rapport à cette question, d'aller notamment réinterroger la question de l'organisation des CRIP, pour avoir un peu un profil type d'organisation dans les CRIP qui peut-être pourrait expliquer la facilité ou la difficulté à pouvoir recueillir certains indicateurs. Et mes collègues ont essayé aussi également relayer l'importance et en tout cas le travail que l'on souhaite mettre à l'œuvre au cours de cette année 2024, en demandant aux ODPE de pouvoir nous adresser les tableaux de bord ou les rapports qu'ils possèdent sur les données 2022 et 2023 concernant ces indicateurs, et en vue plus tard de peut-être revenir vers vous pour travailler les choses ensemble, et en tout cas pour qu'on puisse remettre au travail, continuer ce travail autour des indicateurs CRIP. Merci Séverine. Donc Marion va vous présenter la restitution de l'atelier 2. Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas déjà salués. Alors, pas simple de vous restituer les grandes lignes de cet échange qui a été très riche et puis qui en plus a porté sur un sujet large, puisqu'il était question des bénévoles en protection de l'enfance, en partant du tiers, en passant par les personnes dignes de confiance et l'accueil des mineurs chez des tiers. Donc on a brossé assez rapidement en introduction les différents cadres juridiques concernant ces dispositifs et les enjeux qui sont soulevés par la recherche. On a très peu parlé des personnes, de la désignation d'une personne de confiance. Il y a eu beaucoup de réactions sur l'accueil des enfants par des tiers et notamment sur le cadre juridique.
Donc des débats sur l'interprétation des cadres juridiques qui sont applicables pour l'accueil durable et bénévole et tiers dignes de confiance, qui est un résultat en soi aussi concernant la clarté du cadre législatif et les besoins d'accompagnement et de traduction autour de ces nouvelles dispositions. De manière générale, les départements semblent quand même s'accorder sur le fait que cette question-là de l'évaluation des ressources dans l'environnement de l'enfant, elle n'est pas encore très spontanée et ancrée dans les pratiques, et qu'elle intervient toujours quand même dans un second temps. Les professionnels restent assez craintifs vis-à-vis de ce mode d'accueil, avec de la suspicion en direction des membres de la famille, notamment avec cette idée-là que les dysfonctionnements se diffusent au sein d'une même famille. Il y a des besoins de référentiel concernant cette évaluation-là. On a évoqué aussi l'outil des conférences familiales, qui est une piste qui est intéressante à explorer, qui est initiée dans certains départements, et on voit des formations se déployer sur ce volet-là. Dans les difficultés qui ont été évoquées par les départements à titre complémentaire, il y avait aussi cette complexité à respecter les délais dans lesquels l'évaluation doit se réaliser au titre des freins, et aussi cette remarque-là que la mobilisation des ressources dans l'environnement de l'enfant, elle suppose un travail entre les territoires, dans un contexte de repli des départements. Donc cette question de l'articulation entre les départements, elle n'a pas été véritablement pensée par le législateur, et puis la pratique doit pouvoir s'y intéresser. Il y a des difficultés qui ont été aussi exprimées concernant l'AEMO dans le cadre de l'accueil par un tiers, qui peut être mal vécu par les proches et les professionnels de leur côté, qui peuvent avoir des difficultés à définir les contenus de cette mesure. Et puis ensuite, sur le sujet, il y a tout le volet qui concerne les indemnités, où il y a un besoin de repères concernant les montants, et des pistes qui ont été évoquées et qui a priori ont l'air de se développer, de recourir à des forfaits journaliers équivalents pour accueil durable et bénévole et tiers dignes de confiance. Et pour ce qui est du parrainage et du mentorat, on a très peu parlé de mentorat, surtout de parrainage, mais il y a quand même une filiation entre les deux dispositifs. Il y a des disparités, mais des difficultés quand même sur la mise en place, avec des résistances du côté des professionnels, semble-t-il, et des craintes concernant la sécurité des enfants, et donc en miroir la nécessité pour les départements que de pouvoir mettre en place des organisations qui sécurisent ce recours-là et qui rassurent par là même les professionnels. Et sur certains territoires, je précise qu'il y a une forte demande des magistrats, et un département indiquait aussi que ce recours-là au parrainage avait eu des effets assez positifs, que ça avait été intéressant que de pouvoir s'ouvrir à la société civile, et que ça avait suscité des questionnements sur la protection de l'enfance. Je m'en arrêterai là, et je te donne la parole pour la conclusion, Magali. Merci. Alors, je ne vais pas prendre la parole longtemps, rassurez-vous, juste prendre le temps de vous remercier, de remercier les représentants des ODPE et les directeurs enfance-famille d'avoir pris le temps de venir pour échanger. Je rejoins ce qui a déjà été dit ce matin très justement. On a besoin de se voir, d'échanger en direct. La richesse des échanges qu'on a eus aujourd'hui témoigne vraiment de ce besoin, montre vraiment ces besoins. Donc vous dire vraiment un grand merci pour ce déplacement et pour ces échanges. Remercier bien sûr l'équipe de l'ONPE ainsi que la communication du GIP et la direction du GIP France Enfance Protégée. Et quand je remercie toute l'équipe de l'ONPE aussi, dans une période un petit peu chahutée, on va dire, je trouve qu'on a vraiment de la chance de pouvoir s'appuyer en tant qu'intérimaire de direction sur une équipe en or. Voilà, c'est dit. Vous dire également qu'on va se retrouver bientôt, vous dire également à bientôt. Alors à bientôt chez vous, chez nous, à bientôt en ligne, puisque, alors on m'a dit de vous le dire expressément, donc le diaporama sera mis en ligne sur la plateforme des ODPE, voire envoyé, mais au moins sur la plateforme des ODPE. Le prochain rendez-vous pour l'ONPE, c'est le début du séminaire Logement et protection de l'enfance, auquel vous pouvez
pouvez accéder via la plateforme Idealco. Vous dire aussi qu'on sera ravis de vous accueillir de nouveau ici, qu'on est toujours ravis de vous accueillir, qu'on est content aussi d'avoir accueilli les insulaires et de les accueillir encore pour quelques jours. Voilà, les personnes les plus éloignées qui ont pu faire le déplacement, et on mesure l'effort que ça représente. Et puis je voulais quand même conclure en disant que dans un contexte réputé difficile, qui est le nôtre, mais celui de la protection de l'enfance, mais la protection de l'enfance, c'est aussi l'art du verre à moitié plein. On est très fort pour ça, le verre à moitié plein en protection de l'enfance, il me semble. Vous dire aussi qu'il y a des raisons d'espérer. Et aujourd'hui, on en a entendu plein. On a entendu les chiffres qui montrent par exemple que de plus en plus d'enfants accèdent au statut de pupille et ne restent pas trop longtemps dans le statut d'assistance éducative, ce qui montre quelque part qu'il y a un bon niveau d'appropriation de la loi de 2016. On a entendu également la prise de conscience sur les questions de l'inceste, sur les questions des violences conjugales. Également, c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien, mais pas seulement de la prise de conscience, on voit aussi l'évolution des outils et l'envie de se saisir de nouveaux outils. On a parlé ici de la conférence familiale, ici on a vu votre enthousiasme pour la question de l'intervention relationnelle également. Et puis effectivement, quand on parle des bénévoles, de l'accueil par les bénévoles, on a entendu aussi l'envie de trouver les leviers pour que ça évolue et la très forte motivation également au niveau des directeurs enfance-famille. Tout ça pour dire qu'il y a des motifs d'espérer. Et moi, ça m'a fait penser à une phrase à laquelle, allez savoir pourquoi je pense beaucoup en ce moment, une phrase d'Henri Michaud qui semble toute faite exprès pour les observatoires que nous sommes, qui dit « Ne désespérez jamais, faites infuser davantage ». Eh bien, je trouve que des journées comme aujourd'hui, ça montre vraiment que la justesse de cette phrase. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.